John Milius. Ça évoque quoi pour toi, Patrick? Un grand réalisateur et un grand du cinéma, mais pas très populaire, je dirais, pour le grand public. Tu penses à quel film? Bah, tu penses tout de suite à Conan, quoi. Je veux Conan, dire, du John Milius. Maintenant, il a une carrière scénaristique vraiment énorme et qui est incroyable. Mais qui regarde, qui écrit les scénarios quand les gens regardent les films? Je sais qui regarde les scénarios. On va demander à Fatih. Fatih, John Milius. Oui, John Milius. Première fois que tu as vu un travail de Milius? Première fois que j'ai vu un travail de Milius, c'était Dirty Harry. C'était Dirty Harry, je l'ai vu, j'étais môme, et je l'ai vu avec mon père. Et ça a été assez hallucinant. Mon père est quelqu'un qui parlait très peu. C'était un vétéran de l'armée de terre. Il n'a jamais été très loquace. Et il a toujours eu en fait un penchant pour le cinéma en fait de John Milius. Mais j'étais môme quand j'ai découvert Dirty Harry avec lui. Mais quand on avait vu Dirty Harry, je me souvenais, même quand on avait vu les autres films de Milius avec lui, ça lui arrivait de commenter. Et lui, ce qu'il appréciait justement, c'était tout ce qui était relatif en fait à l'acuité tactique, l'acuité militaire, le choix des armes. Mon père en fait à l'armée de terre, il avait appris justement les rudiments de l'armurerie, etc. C'était quelqu'un qui maniait justement les armes lourdes. Et quand on avait vu Dirty Harry ensemble, j'étais môme, et il connaissait le revolver donc, de Clint Eastwood. Et le monologue que l'on connaît aujourd'hui sur le Magnum 44, mon père a complété en fait le monologue d'Eastwood. En disant, ouais, ça c'est un modèle 29 de 6 pouces. Ça prend tel type de cartouches justement qui sont très lourdes, en spécifiant justement le poids de la balle, etc., etc., etc. Et il avait ajouté, Dirty Harry en fait c'est un chasseur. Et Harry Callahan c'est un chasseur. Je dis parce que ça c'est un revolver que tu utilises pour la chasse. Et ça m'avait marqué. Alors, Dirty Harry, pourtant il n'est pas crédité pour le scénario. Il n'a pas été crédité, mais c'est son film. Son film. Et même quand on le met par exemple en perspective de la filmographie de Don Siegel et en perspective de la filmographie de John Milius, c'est un film qui appartient davantage à Milius qu'à Don Siegel. Vraiment. Et Milius, ça a été en fait le début de sa prise de bec avec la WGA, qui est la guilde des scénaristes. Parce qu'il fallait en fait remplir certaines conditions pour pouvoir être crédité au scénario. Et il y avait en fait un formulaire à compléter. Et John Milius a toujours été vraiment contre toute forme d'administration. Comme Dirty Harry d'ailleurs. Exactement, il déteste ça. Et il n'a pas en fait rempli les formes requises pour avoir son crédit, alors qu'il avait réécrit le scénario intégralement. Mais de fond en comble, c'est-à-dire, quand la WGA, en fait, la commission arbitrale de la WGA s'est réunie pour attribuer les crédits, il ne pouvait en fait que l'attribuer au couple de scénaristes, les Fink, et à Dean Reisner, qui était en fait le scénariste attitré de Don Siegel. Don Siegel avait travaillé avec lui à plusieurs reprises. Et le pire dans tout ça, c'est que Milius n'était pas la seule personne qui a été lésée sur Dirty Harry. Par exemple, il y a des scènes du film, et ça Milius l'avait dit, que l'on doit attribuer à Terrence Malick. Ah ouais. Terrence Malick, j'ai un draft de Dirty Harry où Terrence Malick est crédité en fait sur la couverture. D'accord. Et à cause de ce micmac administratif totalement abracadabrantesque, Milius n'a pas eu son crédit sur Dirty Harry. Et Eastwood avait été choqué justement lorsqu'il a vu le film lors de sa première, et John Milius était là. Première chose qu'il avait faite, c'était lui demander pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu être crédité. Il dit, t'aimes pas le film? Milius a dit, non, j'adore le film. Et c'est juste ces connards de la WGA.
Parce qu'en plus, il faut voir que Dirty Harry, c'était un projet qui remonte, mais il y a eu plusieurs cinéastes qui se sont succédés, plusieurs scénaristes qui se sont succédés, plusieurs stars. C'est-à-dire à la base, c'était Paul Newman qui devait jouer Harry Callahan. Ensuite, Paul Newman a passé la main et c'est Frank Sinatra qui devait incarner Dirty Harry. Et c'était Irving Kershner qui était le réalisateur. Et on était même justement à prévendre le film avec un flyer où on voyait Frank Sinatra en Dirty Harry. Et Milius était arrivé au moment où Frank Sinatra devait jouer justement Harry Callahan. Et Milius, lorsque la Warner l'avait embauché, l'une de ses conditions, c'était d'avoir le Magnum 44 en question dans les mains. C'était sa condition. Il dit, je veux avoir ce revolver pour pouvoir écrire ce film. D'accord. En fait, c'était ce fétichisme pour cette arme qui était censé en fait nourrir son esprit créatif. Et la Warner, donc, avait à l'époque, c'était le président de la Warner, c'était Ted Ashley. Il a fait des pieds et des mains justement pour pouvoir récupérer un exemplaire du revolver, sachant qu'en Californie, ce n'est pas comme le reste, comme certains États qui sont assez souples en matière de réglementation des armes à feu, comme le Nouveau-Mexique, l'Alabama, le Texas, la Géorgie, etc. La Californie est très stricte en matière de réglementation sur les armes à feu. Et ça a été une galère, mais de tous les diables, pour pouvoir récupérer ce revolver. Et donc, il l'a, jusqu'à aujourd'hui, en fait, il en a fait don à un musée. Il avait deux Smith & Wesson Magnum 44 modèle 29. Il en avait un donc que la Warner en fait lui avait fourni avant de pouvoir écrire Dirty Harry, et Eastwood lui en a offert un sur Magnum Force. Oui. Là où il a été crédité d'ailleurs. Voilà, là où il a été crédité. Parce que c'était logique, le film, on lui doit son succès grâce à Milius. Milius déteste Magnum Force. Ah ouais. Il n'aime pas. Il considère justement Magnum Force comme l'un des pires films tirés d'un de ses scénarios. Il disait que la seule chose en fait qui fait exister le film, c'est le personnage de... Il dit c'est Eastwood et c'est Al Holbrook. Il dit c'est tout. Et il en voulait justement à Michael Cimino. Il disait Michael Cimino a aseptisé mon scénario. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il n'était pas fan de Cimino et que Cimino n'aimait pas Milius. Ouais. Il y avait aussi justement des tensions entre les deux. Et quand on parle de Dirty Harry, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas une composition de plans qu'on pourrait attribuer à Siegel, genre l'éclairage qu'on pourrait, voilà, c'est-à-dire certaines subtilités en tout cas liées à la grammaire cinématographique. Non, la première chose qui nous vient à l'esprit pour Dirty Harry, c'est quoi? C'est le revolver et c'est les dialogues. Et ça, c'est Milius, tout simplement. Mais il faut savoir une chose, c'est que le personnage de Dirty Harry, alors d'une part, il a des origines, on va dire, assez éparses, dans le sens où il avait rencontré des personnes, des policiers qui avaient un profil à la Dirty Harry, dont un qui s'appelait Dan Bowser, et qui était une légende de la police de Los Angeles. C'était quelqu'un c'était un vétéran de guerre en plus de ça, il avait une allure incroyable, il avait perdu un œil au combat et il avait mis un œil de verre, mais ça lui arrivait justement de porter un patch. Ah oui. Police de Los Angeles, hein, c'était vraiment le seul à avoir ça. Et en fait, William H. Parker, le chef de la police de Los Angeles, aimait beaucoup Dan Bowser parce qu'il était très, était très proactif, mais surtout il avait une volonté justement de pouvoir faire évoluer le travail du maintien de l'ordre en fait dans une nouvelle époque, etc., en prenant des paramètres qu'on ne pouvait pas prendre à l'époque. Et c'était lui, par exemple, qui est à l'initiative de cette création qui s'appelle le SIS, qui est le Special Investigation Section, qui est en fait une élite anti-grand banditisme qui privilégie le travail sous couverture. Genre, on voit des policiers qui sont rodés, ce sont tous, en plus de ça, des vétérans de guerre, et dont la spécificité était de capturer, en fait, le contrevenant en flagrant délit. Mais c'était pas n'importe quel contrevenant, il ne s'occupait que des criminels les plus dangereux. Ah ouais. Et Bowser, donc, avait créé cette unité-là, et Milius était au fait, connaissait Bowser. C'est pour ça, par exemple, que dans Magnum Force,
on voit Eastwood travailler dans une unité en fait qui est semblable au SIS. On l'appelle l'unité de surveillance parce qu'il n'y avait pas en fait ce type d'unité-là en fait en dehors de la police de LA. Et Dirty Harry, c'était un policier de San Francisco. Mais le modus operandi, par exemple, le fait de voir Eastwood derrière un miroir sans teint et qui captait justement le flagrant délit, puis après ils avaient l'autorisation, à partir du moment où on captait le criminel en flagrant délit, à partir du moment où il y avait une menace de mort immédiate, ils étaient autorisés à faire feu sans faire sommation. Et il faut savoir que les gros succès du SIS, c'était ça, à tel point en fait que toutes les épiceries qui étaient situées dans un secteur, on va dire, sensible, avaient tous mis au point justement ce miroir sans teint justement derrière la caisse. Parce que ça leur arrivait justement de pouvoir, c'est-à-dire d'avoir en fait, d'après les éléments de l'enquête, que tel contrevenant allait braquer cette épicerie tel jour à telle heure. Et eux, ils l'attendaient justement derrière. Chose que Milius justement a mise dans Magnum Force. Et il parle justement de ce personnage, parce qu'en plus de ça, il disait que les flics du SIS étaient, la plupart en plus de ça, étaient des dresseurs de chiens. Et c'est vrai. C'est vrai. Il dressait justement les bergers allemands pour The Canine Unit de Metro Division. Il faisait ça. Alors il y avait ces personnages, c'est des figures vraiment légendaires. Les disciples de Dan Bowser, en fait, j'en connais beaucoup personnellement. Beaucoup ont travaillé en fait avec mon oncle et pour mon oncle à la police de Los Angeles. La plupart étaient tous à Metro Division avant d'incorporer l'élite SIS. Et Milius avait aussi s'était servi en fait de sa cinéphilie pour pouvoir justement donner davantage de dimension au personnage de Dirty Harry. Et c'est là en fait où John Milius avait commencé à s'inspirer grandement du cinéma japonais. Mais je voulais te demander, est-ce qu'il y avait d'autres films auparavant qui étaient dans l'esprit Dirty Harry ? Il y en avait, c'est-à-dire, il y en a eu. Par exemple, Jack Webb, lorsqu'il avait fait Dragnet en 1952 ou 54, il a le film Dragnet, pas la série, le film qui était absolument dément. Il y avait un côté Dirty. Le film était très très violent en plus de ça. Il y avait aussi André de Toth qui avait fait ce film absolument dément, ça je crois que justement, je ne sais plus si c'est 52-54, qui s'appelait Chasse aux gangs. Chasse aux gangs, le personnage de Sterling Hayden dedans, qui s'appelle le lieutenant Sims, était en fait une espèce de Dirty Harry avant l'heure. Parce que justement, il était basé sur des véritables policiers de cette époque, dont Dan Bowser en faisait partie. Il y avait ça, il y avait aussi quoi d'autre ? Il y avait aussi le personnage de... ah mon Dieu, c'était ce film absolument dément qui s'appelle Beast of the City de Charles Brabin, qui était un polar justement pré-code, qui était d'une violence incroyable, mais qui était méga incisif, quoi. On montrait justement des policiers à la main lourde qui n'hésitaient pas justement à tirer dans le dos des criminels, etc., etc. Et ça, c'est un petit bijou de la Warner. Très peu de personnes connaissent ce film-là. Et là, Charles Brabin, c'est un grand cinéaste. Et il y a eu ces films-là, ouais. Après Dirty Harry, il y avait justement le cinéma japonais, mais pas n'importe quel type de personnage. L'un des personnages, en fait, qui a inspiré Dirty Harry, c'était le personnage de Raizo Ichikawa dans la série des Kyoshiro Nemuri. Je te rappelle de cette série-là, Patrick. Voilà. Sleepy Eyes of Death, c'est comme ça qu'ils l'appellent aux États-Unis. Et c'était un personnage de sabreur qui était cynique, sarcastique, qui avait un humour très noir, qui était vraiment un fétichiste, tu vois, en arme blanche, c'est-à-dire son sabre était en fait une extension de lui. Et il y avait en fait, c'était quoi ? C'était le 4e Kyoshiro Nemuri, qui avait été réalisé par Kimiyoshi Yasuda, et qui était totalement hallucinant, et dedans en fait on pouvait repérer genre quels étaient les traits de caractère que Milius avait repris pour pouvoir justement donner un peu plus de corps à Dirty Harry. Par exemple, dedans il y avait tout un monologue où Raizo Ichikawa sort son sabre qu'il a récupéré donc chez l'armurier dans la précédente scène. Et ce sabre en fait fait l'objet de la fascination du fils bâtard d'un shogun qui collectionne les sabres et qui souhaite avoir ce sabre dans sa collection. Et Raizo Ichikawa se lance dans un monologue sur le sabre, enfin sur le sabre en question, sur toutes ses spécificités. La matière avec laquelle
la lame a été faite, le tranchant de la lame, la taille de la garde, etc., etc., etc. Et en l'entendant parler, c'est quasiment le même monologue en fait que Eastwood avait avec son Magnum 44 sur Dirty Harry et sur Magnum Force. C'est bluffant, mais vraiment. Et puis il y avait aussi tellement d'autres choses, par exemple les one-liners justement de Eastwood à chaque fois, c'était aussi typique de Raizo Ichikawa, à chaque fois ses sorties de scène étaient un peu justement préfigurées celles de Clint Eastwood dans Dirty Harry et dans Magnum Force. Et Milius ne s'en était jamais caché, c'était un passionné de cinéma japonais.